Qu'est-ce qu'au fond que l'Antiquité? Un rêve? Un mirage dans le désert de notre humanité? Un fantasme? Ou une vérité profonde? Un autre qui est même, nous révèle Florence Dupont. Un monde différent du nôtre, certes, mais pas étranger, pas extérieur à nous-mêmes. Les antiques sont nos sauvages intérieurs. Cet homme de fer, Cette plèbe atone, ce passant qui marche à contre-courant du troupeau, son sort sera-t-il plus heureux ou plus cruel que celui des autres? ombre et lumière, nous les regardons. Incontournable miroir pour le temps présent. Le territoire des écarts et l'altérité incluse sont en fait les titres de deux. Alors là, l'altérité incluse, c'est le titre d'un article, le territoire des écarts, c'est le titre d'un livre. Et ce sont deux notions que je voudrais utiliser comme point de départ en évitant d'en faire des points d'arrivée. Alors, je vous explique, point de départ, ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça permet de situer une réflexion. Alors, le territoire des écarts, dire que l'Antiquité, c'est le territoire des écarts, c'est dire que, précisément, l'Antiquité, à la fois, n'est pas notre origine. D'ailleurs, nous ne sommes pas des Romains ou des Grecs, ou rien de ce que nous sommes ne trouve son origine dans les civilisations grecques et romaines, mais qu'en revanche, nous avons à notre disposition beaucoup de documents, de textes, de traditions qui sont issus de la Grèce et de Rome, et donc qui font partie de notre héritage si nous voulons. Donc en fait, on peut se promener du côté de la Grèce et d'Athènes, et comme les anthropologues vont dans des lieux, dans des cultures différentes, et regarder de ces points de vue écartés ce qui nous concerne nous. Et on s'aperçoit donc que des choses qui nous semblent naturelles sont en fait des constructions historiques et culturelles grâce justement à cet écart grec ou romain. Alors, je pense que c'est bien de prendre un exemple, et en particulier la culture du corps. Bon, ça amuse toujours les étudiants quand on explique que la nudité, par exemple, chez les nobles, les aristocrates grecs, et n'est pas la nudité telle que nous la connaissons. Et un ami qui disait toujours, quand on se rend le soir, l'après-midi, à un symposium, à un banquet, il convient de s'y rendre nu, juste avec un petit manteau, comme ça, brillant. Et c'est vrai, il suffit de voir les vases, mais on s'y rend nu avec un impératif qui est quand même, qui n'est pas possible pour tout le monde, c'est d'être un beau jeune homme. Alors, être un beau jeune homme, pour nous, ça semble quelque chose qui est donné, peut-être par la naissance, etc. On a la chance de naître beau, selon des critères, ou pas beau, selon d'autres critères. Là, en fait, la beauté du corps est sociale. C'est-à-dire que le jeune homme est beau parce que il est issu d'une classe aristocratique et qu'il a eu non pas, c'est pas ses gènes qui en font de lui quelqu'un de beau, mais il a le parcours social, en particulier de la gymnastique, de la palestre, etc., de l'éducation musicale, qui font de lui un beau jeune homme. Alors, donc c'est pas parce qu'on le repère beau, comme ça, par les yeux, et parce qu'il a tel ou tel, parce qu'il est, je sais pas, un grand, petit, enfin, etc., il a ça. Donc, cette idée que
la beauté est sociale est quelque chose qui... Alors, je dis pas que c'est pas vrai aujourd'hui, mais qui nous interroge aujourd'hui parce que nous ne dirions pas ça. Peut-être que c'est vrai, mais aussi aujourd'hui, en tout cas, on ne dirait pas ça. Donc, on a cet écart-là qui nous permet une réflexion sur ne serait-ce que la beauté contemporaine. Rome est une société profondément genrée. C'est-à-dire qu'à la naissance, les hommes et les femmes sont répartis, enfin, je parle des enfants libres, parce que les esclaves sont un problème, mais donc sont répartis entre hommes et femmes. Ils auront donc une éducation différente et un rôle social différent. Alors on peut considérer que c'est bien, que c'est mal, etc. En tout cas, même par exemple dans la religion, les femmes ont une fonction et les hommes une autre. Et ce qui fait que tous sont nécessaires dans le monde religieux. Je ne parle pas du monde politique. En revanche, la sexualité, alors là je parlerai essentiellement des hommes libres, elle est absolument, absolument pas sexuée. C'est-à-dire que peu importe le sexe du partenaire ou de la partenaire. Pour ça, c'est complètement indifférent. Et alors même, ce qui est intéressant, c'est que un homme qui sera traité d'efféminé, c'est pas du tout parce que il est homosexuel ou quelque chose de ce genre. C'est parce que il ne se conforme pas au comportement que doit avoir un homme libre adulte, ce qu'on appelle un weir, mais peu importe sa sexualité. En fait, à Rome, la sexualité n'est pas du côté de la virilité. La virilité, j'utilise le mot virilité pour renvoyer au genre. Moins on a de comportements, moins on prend plaisir sexuel, peu importe avec qui, plus on est viril. Et inversement, on dit toujours ça parce que ça marque les esprits, un homme qui séduit toutes les épouses de ses amis est considéré, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui un Don Juan, Casanova, est un efféminé. Paul Venn. Pétrone est un diable d'homme, saisissable pour nous une fois que nous avons dit qu'il est insaisissable, et qui, pour ses contemporains, particulièrement pour ceux qui étaient les plus gourmets et les plus victoriens, car Dieu sait si les Romains étaient non pas exactement volontaristes, mais victoriens, Pétrone était un personnage ahurissant. Il pouvait être aussi victorien qu'un autre quand il le voulait, mais par ailleurs il se donnait à tous les plaisirs, en particulier au plaisir de la chair, ce qui à cette époque vous donnait la réputation d'être mou. Il faut savoir que chez les Romains, plus on est énergique auprès des dames, plus on est actif auprès des dames, plus on passe pour être mou. Alors c'est très mal d'être mou parce que ça donne pas des capacités de chef. Être mou pourquoi? Parce qu'on est plus un homme parce qu'on cède au plaisir. On se laisse aller aux femmes. Alors que ce qu'il faut, c'est gouverner les peuples avec autorité, avec une morgue britannique du XIXe siècle, et ne pas hésiter, par exemple, à faire décapiter devant soi, après l'avoir fait rouer de coups, un pauvre homme qu'on vous a amené devant vous, le gouverneur de la province. Ça, c'est être énergique. Bon, ça, c'est intéressant comme écart, puisque on voit que la représentation qu'on se fait... en général, on se fait des Grecs et des Romains, eh bien, elle est liée à nous. Ces gens-là ne peuvent pas être quand même trop différents. Voilà l'exemple que je voulais prendre pour les écarts. Alors maintenant, l'histoire de l'altérité incluse, c'est une autre notion que j'avais promue en quelque sorte pour essayer de comprendre un phénomène qui est un phénomène de l'identité romaine. Rome, c'est très compliqué. C'est toujours ce que on dit à nos amis hellénistes. Vous, ça a l'air compliqué, mais nous, c'est-à-dire nous qui travaillons sur Rome, c'est encore plus compliqué que vous. En effet, Rome est une société qui s'est construite progressivement
avec à partir d'un modèle grec et d'une présence de la Grèce depuis les temps les plus anciens. En fait, on s'aperçoit que toutes les cités, ce qu'on appellerait aujourd'hui italiennes, se sont constituées sur le modèle de la cité grecque, dont les premières colonies sont installées donc, en Italie au 8e siècle. Donc en fait, il y a une présence du modèle grec, alors, formule un peu difficile, enfin, disons depuis toujours. D'ailleurs, plus loin on remonte dans les traces archéologiques de toutes ces cités italiennes, on trouve des inscriptions en grec et des constructions, en particulier de salles de banquet, sur le modèle du banquet grec. Alors, en fait, d'où cette notion d'altérité incluse, parce que à la fois il y a cette présence donc de pratiques grecques, de modèles grecs dans la Rome la plus ancienne, mais en même temps, disons que à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, les Romans qui étaient affrontés dans des guerres avec les cités grecques ont fait aussi, donc se sont trouvés comme des non-grecs, c'est-à-dire les Grecs c'était les autres. Par conséquent, vous aviez à la fois un hellénisme interne et un hellénisme externe. Et là, d'où cette notion d'altérité incluse, c'est-à-dire qu'en fait, les Romains se retrouvaient à l'intérieur d'eux-mêmes avec des formes d'hellénisme. Par exemple, il y a beaucoup de mots grecs en latin, ou bien il y a des pratiques grecques à Rome, et tout ce qui était en particulier lié au banquet était ressenti comme grec à Rome. Mais en même temps, vous ne pouviez pas supprimer tout ça. Hein. Si vous supprimez tout ce qui est les loisirs à Rome, ce qu'on appelle l'otium, hein, c'est pas possible. L'otium est partie constitutive de la vie, en particulier des nobles romains. Donc, pour essayer d'éclaircir les choses, je suis pas sûr que ça les éclaircit d'ailleurs, j'ai introduit cette notion d'altérité incluse. Alors maintenant, je voudrais simplement dire une chose à propos aussi bien de l'altérité incluse que de le territoire des écarts. On m'a dit, mais pourquoi tu reprends pas ces deux notions, tu les as utilisées, puis tu laisses tomber? C'est pour éviter que ça devienne des concepts, c'est-à-dire des concepts historiques qu'on va utiliser pour tout et n'importe quoi, comme ça arrive souvent. Hein. Et donc, je pense, moi je préfère travailler en créant des concepts d'analyse qui valent un moment, et puis après on les abandonne, et on en prendra d'autres après. Hein. Sinon, on va commencer à bétonner tout ça. Il n'y aura plus d'antiquité, il n'y aura plus que de l'altérité incluse et des territoires des écarts. Gli antenati dei padroni. Per Ercole quanti guardiani. Ufileo megan strategon. Ude diapepligmenon. Ude postruco sicauron. Udipec siremenon. Encolpio! Nel dormitorio degli schiavi.
Chi è che piange? Chi c'è qui dentro? Ehi! Ehi! Ma dove è scappata? Lopusliva, eikä slavalla kesli potarilla, slikilla poslavalla, äfes läpähäs. Ascilco, come dice il poeta, per parte mia sempre e dovunque ho vissuto in modo tale da godere il momento presente come se fosse stata l'ultima luce che spuntava. Autre sujet contemporain qui fait débat, et à juste titre, est la question de l'esclavage à Rome. On a tendance à penser l'esclavage sur un modèle unique qui est l'esclavage moderne, celui qui a été pratiqué par les pays européens sur leur sol, il y a quand même des esclaves assez longtemps, ou bien surtout dans les Amériques. Alors, il ne s'agit pas évidemment de défendre l'esclavage, mais de le décrire comme un modèle social différent de celui qu'on connaît. Alors, une fois qu'on a dit que l'esclavage était quelque chose d'affreux et d'insupportable, puisque, ne serait-ce qu'en droit romain, les esclaves sont des choses, hein. Ils sont vendus, ils sont la propriété d'hommes libres, etc. Maintenant qu'on a dit ça, hein, on peut effectivement regarder objectivement ce qui se passe. Alors ce qui se passe, c'est que pratiquement tous les esclaves sont potentiellement destinés à être affranchis. Être affranchi, ça veut dire passer du statut d'objet à celui, alors, est-ce qu'on va dire de sujet? Oui, de sujet économique et non pas de sujet politique. Mais c'est-à-dire qu'ils deviennent à ce moment-là, ils ont le droit de faire des affaires et de se marier, etc. Bon. Et ils prennent un nom, c'est-à-dire qu'avant, ils n'avaient qu'un sobriquet. Par exemple, prenons Trimalcion, le personnage de Pétrone. Il était comme esclave, il s'appelait Trimalcion. Hein. Il est affranchi très jeune, lui. Hein, et il prend le nom de son patron. Alors c'est une fiction, donc. Mais enfin,
le nom, ça veut dire avoir un nom complet, c'est-à-dire un prénom, un nom de famille et un surnom, c'est avoir un statut apparenté à celui de citoyen. Il n'a pas de droit politique, mais il a tous les droits économiques. C'est-à-dire que s'il fait des contrats avec un homme libre, eh bien, et si cet homme libre ne respecte pas le contrat, il pourra aller le poursuivre dans un tribunal. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que il est un sujet qui possède et qui a des droits sur ce qu'il possède. De même qu'on ne peut pas lui prendre ses enfants, ni sa femme, etc. Et ce qui est tout à fait intéressant pour nous, historiens, c'est que si cet affranchi devient riche, ce qui est assez fréquent dans l'Empire romain, ces enfants qui seront donc vont avoir la richesse de leur père, pourront faire très très vite monter dans l'échelle sociale parce que il suffit d'avoir un certain patrimoine pour être inscrit, puisque la société romaine est constituée de classes censitaires, pour être inscrit dans la deuxième classe qui est la classe des chevaliers. Par conséquent, il y a comme ça des promotions sociales. Alors, je vous ai donné l'exemple des esclaves, c'est la même chose des étrangers. C'est-à-dire qu'un étranger, ce qui est très fréquent, reçoit la citoyenneté romaine, dans la mesure où il est citoyen d'une cité carthaginoise, enfin anciennement carthaginoise ou grecque, etc. S'il est riche, il va pouvoir devenir cette classe des chevaliers, et la classe des chevaliers est celle où se recrute le personnel politique local et le cas échéant au niveau impérial. Donc en fait, vous avez il y a une aspiration comme ça vers l'aspiration sociale, et les anciens, c'est-à-dire les Romains ou les Grecs, etc., considèrent que c'est ça qui fait la force de Rome. C'est-à-dire cette capacité d'intégrer tout le monde, peu importe l'origine. Vous allez me dire si on est riche. Oui, c'est vrai. C'est la richesse qui est le critère. Mais donc, tout le monde peut être intégré. Et il y a un fameux discours qui est celui de l'empereur Claude au Sénat, qui explique justement cela, ce que disait par ailleurs Denis d'Halicarnasse, c'est-à-dire que Rome puise toute sa force dans le monde entier. Tout le monde peut devenir romain. Alors évidemment, ça suppose que on accepte d'entrer dans les cadres de la romanité, mais en fait, ça semble pas faire beaucoup problème en général. Voilà. Donc ça vous explique pourquoi en partie on aura des empereurs romains de toute origine. Et alors, il y a même quelque chose qui est assez anthropologiquement troublant, c'est que tout se passe comme si ces nouveaux citoyens perdaient la mémoire. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas chez eux des marques d'identité originelle. On ne parle plus de leurs parents, on ne parle plus de rien. Ils sont, et ils ont d'ailleurs le nom, alors soit le nom de leur patron, de leur ancien propriétaire, si c'était des esclaves, soit ils prennent le nom du romain, généralement un général ou un magistrat romain qui leur a conféré la citoyenneté. Souvent un groupe. C'est comme les Gaulois, vous aurez beaucoup qui vont s'appeler Iulii à cause de Jules César. Et ils gardent des habitudes, ils vont garder des habitudes culinaires, des habitudes, mais ils ne tirent pas leur identité de leurs ancêtres différents. Et ça, c'est quelque chose qui est assez remarquable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une culture de l'oubli individuel. Ils sont reconnus comme citoyens romains, et donc ils sont des citoyens romains.
Molpo, sei venuto anche tu. Fratello mio, la tua presenza mi riempie di commozione, perché tu sei come me. Troppo no. Sei uomo d'ingegno, e tra noi poeti c'è l'amicizia vera. E voi chi siete? Dai, viva! A questo vino bisogna che gli fate onore. I pesci devono nuotare. Grazie agli dei io non compro. Tutto quello che fa saliva mi viene da un mio podere che chissà dov'è. Dicono che sta tra Terracina e Taranto. Io me devo sconfinare con la Sicilia, perché mi voglio fare un viaggio fino in Africa.